Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer un peu plus tôt. Donc, c'est vrai qu'on a dit à 18h30. Donc, essayer de faire un peu d'espace pour les personnes qui vont venir. On va être assez nombreux ce soir. J'ai l'honneur de accueillir avec moi pour le lancement de ce rapport le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, Natasha Kiss, qui est la directrice pour Bill et Melinda Gates, Ouest Afrique et Afrique centrale, et Thomas Ribemont, qui est le président d'Action contre la faim. Merci pour être là. Aujourd'hui, on va lancer ce rapport. C'est le fruit d'un travail de 10 chercheurs pendant un an. On est très fiers en fait de l'avoir déjà présenté à Londres cet été, et aujourd'hui on a une version française. Vous avez vu que vous avez reçu tous une petite carte. Vous pouvez télécharger le rapport sur Internet. C'était aussi un choix écologique qu'on a fait pour pouvoir consulter ce rapport de la façon la plus diffuse. En disant ça, voilà, j'ai envie de passer la parole à Pascal, qui a joué un rôle aussi central dans l'inspiration de ce travail. Pascal. Central, je ne suis pas sûr. Bon, merci. Bonjour à tous. C'est plutôt rare de commencer. C'est plutôt rare de commencer une table ronde en avance. Je crois que c'est même la première fois que ça m'arrive. Enfin, d'habitude, on attend que la salle se remplisse pour commencer. Là, comme la salle est déjà pleine, on peut commencer un peu en avance. Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux, ce qui montre l'intérêt que ce type de travaux suscite. Je crois que la présentation à Londres avait déjà été un succès et que le Paris Tour confirme également ce travail vraiment important, à la fois collectif, qui a été fait. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on vit dans un monde incertain. Trump l'avait promis en disant que la seule chose prévisible avec lui, c'était qu'il serait imprévisible. Il confirme chaque jour cela. On vient d'apprendre aujourd'hui que les États-Unis se retiraient de l'UNESCO, ce qui confirme une tendance lourde des États-Unis au retrait de toutes les institutions multilatérales. On peut d'ailleurs penser que la raison officielle, le fait que l'UNESCO soit, selon Trump, une organisation dite anti-israélienne, parce que la Palestine y est présente, ce qui d'ailleurs contredit la solution des deux États qui est souhaitée. Normalement, si on veut qu'il y ait une solution de deux États, il faut qu'il y ait les deux, et non pas que l'un. Mais que c'est en fait un message qui est plutôt envoyé à ses électeurs. Non, même pas au peuple américain, mais à ses électeurs qui sont anti-institutions multilatérales, anti-organisations internationales. C'est peut-être encore un peu lourd de se retirer de l'ONU, mais de se retirer de l'UNESCO, dont d'ailleurs le budget n'était plus abondé depuis assez longtemps, depuis 2011 en fait, est un geste tout à fait conforme aux souhaits des électeurs américains, puisqu'une grande partie des Américains estiment que tout ce qui est multilatéral, et les ONG en font quelque part partie, sont uniquement des contraintes qui pèsent sur la souveraineté américaine et dont il faut se retirer ou se débarrasser. Mais en fait, quand on regarde un peu la lecture du monde, effectivement, on voit qu'il y a des doutes partout. Il y a des doutes sur la politique américaine. Il y a également des interrogations sur ce que va faire la Russie. Demain s'ouvre le congrès du Parti communiste chinois qui devrait peut-être apporter plus de certitude sur la façon dont la Chine est gérée et mène sa diplomatie. Mais ces certitudes chinoises sont autant d'interrogations dans le reste du monde, dans ce qui n'est pas la Chine, avec d'ailleurs quand même un grand paradoxe, c'est que la Chine finalement est considérée par à peu près tous les pays comme un challenge important, voire comme le challenge le plus important qu'il faut relever, mais qu'il n'y a aucune réflexion commune sur le défi posé par la politique chinoise. Quant à l'Europe, l'espoir d'une refondation rapide d'un couple franco-allemand ou d'un moteur franco-allemand, image qui est peut-être plus conforme à l'idée du couple qui n'est pas réellement opérationnel, eh bien, va certainement devoir attendre encore plusieurs semaines le type de coalition qui sera au pouvoir. On attendait de l'Allemagne des réponses claires à une réponse claire qui avait été donnée par les électeurs français. Elle n'est pas venue tout à fait. La réponse claire, c'est que Merkel sera au pouvoir, mais selon la composition de la coalition, l'attitude qu'elle aura par rapport à l'Europe et donc par rapport à ce que veut faire la France sera radicalement changée. Donc on est sur un tas d'incertitudes et finalement, il y a incertitude parce que la scène internationale est de plus en plus peuplée. Il y a de plus en plus d'acteurs. On parle parfois, à propos de la Corée du Nord ou d'ailleurs, de prolifération nucléaire. En fait, il y a à la fois une prolifération étatique, et ce qui se passe en Catalogne, au Kurdistan irakien, voire peut-être demain en Écosse, montre que le sécessionnisme est en route, qu'il n'y a plus de guerre de conquête, mais qu'il y a plutôt des guerres de sécession qui sont la phase la plus importante. Mais il n'y a pas que les acteurs étatiques qui sont plus nombreux, il y a une prolifération d'acteurs qui est très forte. Et dans cette prolifération d'acteurs,
l'État a depuis assez longtemps perdu le monopole de la qualité d'acteur international, eh bien, les ONG ont une place tout à fait à part et qui s'affirme. Et on peut dire que les ONG sont finalement les enfants de la mondialisation dans sa version actuelle, parce qu'elles se jouent des frontières comme objectif. Le mouvement sans frontières, le sans-frontiérisme, est le fruit direct de la mondialisation, en voulant donc ne pas se contenter des interdictions faites par les États, mais en étant aussi le fruit d'une médiatisation beaucoup plus importante des événements internationaux et le fait également de pouvoir se déplacer. La contraction du temps et de l'espace a pour effet direct et peut-être imprévu le surgissement des ONG comme acteurs majeurs des relations internationales. Alors bien sûr, il y a des ONG de tout type, mais si on se contente, je dirais, de parler des véritables ONG, c'est-à-dire celles dont c'est le cœur de l'action internationale, les ONG qui à vocation internationale, les ONG transnationales, qui sont, dont cette étude de Yaran est le sujet, eh bien, on voit qu'elles ont acquis un rôle majeur. Et ce que souligne cette étude, c'est que dans la vision un petit peu passée, mais qui fleure encore, disons, dans une approche un peu superficielle les ONG sont des organisations qui vont aider les populations, qui vont faire le bien, alors que les États ont une approche cynique, etc. Il y a une vision un peu romantique des ONG qui est à la fois sympathique, mais qui en fait ne correspond pas à la réalité. Parce que ce qu'on ne voit pas derrière cette vision d'ONG un petit peu, enfin, qui sert de pansement au mal du monde, c'est en fait l'immense professionnalisation des ONG, aussi bien dans les méthodes de travail, dans les méthodes d'action. Et en fait, les ONG, c'est pas uniquement des médecins, il y a aussi de la logistique, il y a aussi des gens qui font du fundraising, et il y a aussi des gens qui font de l'analyse et du plaidoyer. Et ça, ce n'est pas toujours perçu, y compris par les dirigeants politiques, qui voient dans les ONG une sorte d'instrument dont ils peuvent se servir quand ils sont eux-mêmes dépassés par l'urgence des situations, mais qui finalement ne réalisent pas tout à fait l'immense professionnalisation de ces grandes ONG internationales qui finalement, dans l'expertise, et ce rapport du Yaran en est une preuve parfaite, et je félicite encore... tu m'as dit qu'il fallait que je te félicite combien de fois, Michel ? Bon, d'accord. J'en suis là à 5 au moins. Bon. Et donc, je félicite encore Michel Mayetta pour cela et son équipe, parce qu'il y a une véritable expertise dont les analyses qui sont dedans sont effectivement du niveau de ce que pourrait faire un policy planning staff dans un ministère important d'un État ou un think tank ayant pignon sur rue. Il n'y a pas vraiment de différence dans la qualité de l'analyse. Sauf que l'approche est différente. C'est que c'est un point de vue, une perspective complémentaire qui s'appuie sur des réalités de terrain qui ont été constatées et qui sont remontées. Donc, il ne pourrait pas y avoir la qualité de ce travail s'il n'y avait pas cette adéquation, cette complémentarité entre le travail de terrain et l'analyse intellectuelle. Et je crois qu'il ne faut pas séparer les deux. Une analyse intellectuelle qui serait hors sol, qui serait faite en laboratoire ou en bibliothèque, sans éléments concrets de terrain, ne passerait tout simplement pas le mur de la réalité. Mais en même temps, une action de terrain qui ne serait pas conceptualisée, dont on ne tirerait pas les conséquences, dont on ne tirerait pas la substantifique moelle pour savoir comment agir et pour intellectualiser une pratique, eh bien, cette pratique de terrain, finalement, régresserait ou se répéterait à l'infini sans pouvoir progresser. Donc, le fait de faire du global, parce que quand on parle de globalisation, quand on parle de... Et moi, je le vois comme enseignant, et Thomas partage comme enseignant, et aussi, puisque au-delà de son étiquette, il est avant tout prof, cela, c'est qu'il y a maintenant, pour la génération actuelle d'étudiants, dont je me félicite du nombre, et même de très jeunes étudiants d'ailleurs, dont je me félicite du nombre ici présent, il y a un accès à l'information qui est beaucoup plus facile qu'auparavant, mais l'accès à l'information n'est rien si on ne met pas cette information en perspective, si on n'a pas une vue globale de cette information, et si on ne la remet pas donc dans un cadre beaucoup plus global. C'est bien de creuser profond, si on ne ratisse pas large, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc,
une fois encore, ça sera la 8e fois, Michel, tu le remarqueras, ce rapport Yaran permet de faire l'adéquation entre les deux. Et c'est vraiment un travail qui, je crois, enfin, pourra faire date, qui a déjà reçu un accueil des différents acteurs et bon, qui est vraiment là. Et c'est vraiment un travail transversal. Donc je pense que moi, je suis vraiment très fier qu'on m'ait demandé de faire une préface rapide de cela. Et donc, merci de cette invitation à participer à ce débat qui se promet d'être riche et interactif. Merci Pascal. Et en fait, quand on parle d'équipe et de projet, le Yaran, c'est une initiative, d'ailleurs, c'est la rencontre entre un think tank et une organisation internationale humanitaire qui est Action contre la faim. Ce think tank a pu apporter en fait son savoir-faire dans différents autres secteurs, mais c'est comme disait Pascal, c'est la présence sur le terrain et c'est la particularité de notre équipe. Nous avons des analystes sur le terrain, mais ce sont des analystes sur le terrain qui sont présentes dans les missions d'Action contre la faim, ont été aussi présentes dans les missions de Save the Children au départ, et c'est cette présence sur le terrain qui fait à quelque part notre richesse. Alors je vais me mettre debout parce que je me sens mieux et plus à l'aise pour vous présenter un peu les... Alors, je dois vous résumer un peu les résultats de ce rapport en 10 minutes. C'est un exercice assez difficile. D'abord, en termes de méthode, c'est l'exercice de la prospective. Et d'ailleurs, je veux aussi remercier un de nos partenaires qui est Futurible. Futurible, qui est un think tank français. François de Jouvenel est ici dans la salle. Le voilà, François, donc directeur de Futurible, parce que c'est aussi avec Futurible qu'on a pu adapter certaines méthodes de la prospective qui sont utilisées dans le secteur privé, le secteur public et le secteur de la défense au secteur de l'humanitaire. Car on ne peut pas utiliser des méthodes prospectives comme les méthodes de l'école de Michel Godet, comme ça, telles qu'ils sont pures et dures aujourd'hui utilisées par exemple dans le secteur privé. Et avec Futurible, Action contre la faim et l'IRIS, et aussi le Centre for Humanitarian Leadership, qui est partenaire sur ce rapport, on a effectué plusieurs recherches en fait, d'adaptation de méthodes. Alors, qu'est-ce que c'est la prospective? En fait, c'est une approche d'analyse un peu structurelle des environnements dans lesquels on travaille. On va essayer de rechercher quels sont les facteurs qui déterminent les environnements et les contextes dans lesquels on interagit. Et Pascal, vous parlez tout à l'heure des incertitudes. Les incertitudes d'aujourd'hui, mais qui sont aussi les incertitudes de demain. Je n'ai pas la même habilité, Pascal, en termes de synthèse, mais les incertitudes sont clés quand on fait la prospective. Ça veut dire qu'elles nous permettent de nous projeter sur le futur et de pouvoir élaborer des scénarios. Et c'est un peu le processus qu'on a entamé sur une année. On était sur le terrain, on a rencontré naturellement les équipes d'Action contre la faim, les dirigeants, mais aussi les dirigeants d'autres organisations, de donateurs. On les a rencontrés sur place et on a essayé de collecter leur intelligence, leur aperçu et leur analyse sur ces incertitudes. Il y avait aussi des tendances lourdes, des tendances que peut-être méritent d'être explorées, mais pas autant que ça parce qu'elles sont tellement lourdes qu'elles ne vont pas changer non plus le futur. Mais du coup, c'est les incertitudes, c'est sous les incertitudes qu'on va construire nos scénarios. Et petit à petit, on a créé notre base prospective. Cette base prospective a été, à quelque part, nous a permis d'un côté d'élaborer des scénarios, ça veut dire comment le monde, et le monde en fait, du secteur humanitaire, donc le monde en général avec ses drivers va changer d'ici 2030. Quelles sont les crises humanitaires et de développement qui peuvent survenir d'ici 2030? Et ces deux élaborations nous ont permis d'identifier des typologies d'ONG que dans ces univers, donc dans ces scénarios, pourraient, comment elles se comportent, comment elles pourraient être adaptées pour le futur. Et c'est un peu les résultats principaux de notre recherche. Donc, d'abord, on a élaboré 4 scénarios. Alors, il s'agit d'un schéma un peu compliqué, mais quand vous travaillez sur les incertitudes, il y en avait 2 familles particulières sur lesquelles on s'est focalisé. Celle sous la crise humanitaire, qui constitue notre axe horizontal, et le système de gouvernance mondiale, qui constitue notre axe vertical.
C'est une façon pour représenter en fait une réalité qui est très complexe. Parce que je vous rappelle qu'on a élaboré et recherché sur 23 thématiques différentes. D'ailleurs, vous pouvez les trouver dans l'annexe 2 du rapport en anglais. La version française va sortir courant novembre. Vous avez d'ailleurs public et accessible aujourd'hui la version française sous le résumé, mais les annexes sont très longs. On a presque 120 pages d'annexes. Il faut un peu plus de temps pour les traduire de l'anglais parce que tout le travail a été fait en anglais. Alors, ces 4 scénarios, on a le scénario dit de la porte étroite, un scénario dans lequel les crises de gouvernance, en fait, on a une crise de gouvernance mondiale avec le retrait de cette gouvernance et des besoins humanitaires qui sont de plus en plus localisés. D'ailleurs, c'est le scénario qui ressemble beaucoup à celui-là qui va se passer d'ici 2020. C'est déjà quelque chose dans lequel on se reconnaît dans le présent. Le deuxième scénario est le débordement, dans lequel on a une retrait de la gouvernance mondiale, qui est la même à laquelle on peut assister aujourd'hui, mais avec une augmentation de ce qu'on appelle les crises humanitaires écosystémiques. Alors, ce mot écosystème peut vous paraître un peu étrange, mais c'est un mot dont vous allez entendre parler beaucoup. En fait, on appelle un écosystème un ensemble qui va au-delà des frontières, qui va au-delà et qui souvent est circonscrit à un phénomène ou à une crise particulière. Par exemple, le lac Tchad est un écosystème lui-même. Le Sahel est un écosystème dispersé. Après, vous avez un autre scénario, c'est à chacun son domaine. Donc, c'est un scénario différent dans lequel on a des nouvelles formes de gouvernance qui vont se mettre en place. Une des hypothèses de notre étude, c'est qu'il n'y aura pas une révolution dans le système des Nations Unies d'ici 2030. Par contre, ce à quoi on peut assister, c'est à des nouvelles formes de gouvernance alternatives qui peuvent être mis en place par des acteurs nouveaux ou des acteurs du secteur privé. À chacun son domaine. Pourquoi? Parce qu'au même temps qu'on aura plusieurs crises qui vont être localisées, on assistera aussi à des formes, disons, de coordination d'acteurs humanitaires et d'un acteur, j'inclus tout, j'inclus pas seulement les ONG, j'inclus aussi les militaires, les acteurs économiques, les OSS, les nouveaux acteurs en fait socio-économiques. Ils vont se coordonner sous des crises particulières. Et le quatrième scénario, qui par contre ne pourra pas se réaliser avant 2025 parce qu'il requiert quand même des modifications structurelles trop importantes, c'est celle d'une donc une augmentation des crises écosystémiques et la mise en place par contre de manière assez formalisée de nouveaux systèmes de gouvernance mondiaux alternatifs au système classique des Nations Unies ou du droit, ce qui s'apparente au droit international, avec des nouvelles règles et des nouvelles approches aux crises. Naturellement, pour plus de détails, on pourra en discuter tout à l'heure. J'essaie juste de vous donner un aperçu assez rapide. Alors, hop. Cette définition de scénario nous a permis aussi, avec une définition des crises qui vont apparaître d'ici 2030, d'imaginer et d'élaborer, formuler 5 typologies d'ONG qu'en anglais on dit « they can fit for the future ». En français, ils peuvent s'adapter pour les scénarios qu'on a élaborés. Mais d'ailleurs, ils s'adaptent et ne s'adaptent pas. Vous trouverez dans le rapport une matrice qui vous permet de mesurer comment ces différents profils d'organisation, du coup on a élaboré d'une manière assez complexe en faisant appel à la chaîne des valeurs, qui est quelque chose, c'est une approche qui vient du secteur privé, nous a permis vraiment d'élaborer ces différents profils en termes de ressources, en termes d'approche, en termes de stratégie. Donc ici, vous verrez seulement une synthèse. La première, c'est l'ONG Corporate International. C'est un profil d'organisation dans laquelle en fait, il y a un principe de subsidiarité. C'est un peu comme une marque, en fait, l'ONG internationale, qui vend sa marque en échange de formation, de transfert de compétences avec des standards de qualité. Et c'est un des profils qu'on a élaboré. Un autre profil potentiel qui pourrait bien s'adapter en fait, au monde en 2030, c'est un format d'organisation qui nous rappelle beaucoup, par exemple, le mode de fonctionnement du Fonds mondial. Ça veut dire une organisation qui centralise les fonds sous des thématiques précises,
On peut se rappeler de certaines structures, pas seulement du Fonds mondial, mais comme Gavi, qui sont très spécifiques sur des campagnes, par exemple pour la vaccination pour Gavi, et qui permet donc de collecter l'argent de différentes sources et de le redistribuer, mais avec un rôle central des acteurs locaux. Des acteurs locaux qui donc feraient appel à ce fonds sur la base d'appels d'offres qui sont définis par ces acteurs eux-mêmes tous les ans. C'est le même mécanisme un peu du Fonds mondial. Après, on a un profil classique. C'est le profil sur lequel qui vous parlera à tous et qui est le plus familier. Hein, c'est un peu le profil MSF. C'est l'ONG interventionniste. Interventionniste, oui, ça veut dire qu'il va intervenir avec différents types de modalités. Imaginez une ONG qui va simplement avoir un système d'intelligence calqué sur les risques humanitaires des différents pays et donc avoir une structure qui est élastique. Des pays qui ont une énorme fragilité et vulnérabilité humanitaire présenterait une présence très forte de cet ONG interventionniste. Des pays où le risque de vulnérabilité est plus faible se trouveraient ou pas couverts de tout par cette ONG ou éventuellement avec un appareil un peu plus soft. Après, on a un autre profil qui est, on l'appelait ONG International and Company. Donc c'est en fait la capacité des ONG collectivement de mettre leurs ressources ensemble pour répondre, mais en maintenant une identité qui leur est propre pour la collecte de fonds. Je vous fais un exemple. Action contre la faim reste Action contre la faim avec une identité forte, loi 1901 en France. Elle est reconnue pour sa recherche d'avant-garde pour combattre la malnutrition. Par contre, dans les réponses collectives, parce qu'elles sont écosystémiques, par exemple sur le lac Tchad, la réponse se fait avec d'autres acteurs, mais dans d'autres secteurs. Save the Children, par exemple, exactement pareil. Save the Children spécialisé sur la protection de l'enfance, qui n'est pas un champ directement dans lequel ACF investit, par exemple, en termes de recherche, mais les deux vont collaborer ensemble en termes d'action, en termes d'opération, mais ils vont collecter de manière différente. Donc ça, c'est un peu le profil de fonctionnement qu'on a imaginé. Et après, le dernier profil, c'est l'ONG internationale à votre service. Alors, ce profil-là requiert une petite attention parce qu'il implique quand même une condition. C'est que les financements internationaux, en termes de pouvoir, changent complètement de dynamique et qui passent à travers les ONG locales et plus à travers les ONG du Nord. Des discussions d'ailleurs qui sont actuellement en cours avec le World Humanitarian Summit, le Grand Bargain, comment on change le power shift, donc le changement de relation de pouvoir entre ONG locales et bailleurs de fonds. Et donc, les ONG vont simplement se mettre à service de structures locales qui vont faire appel à leurs connaissances pour Action contre la faim, thème de opérations pour la lutte contre la malnutrition ou pour opérations de sécurité alimentaire ou éventuellement des campagnes d'advocacy pour les former pour essayer de changer les lois dans leur propre pays. Et la même chose, par exemple, pour Save the Children. Donc, avec un profil assez différent. Voilà un peu les 5 profils qu'on a imaginés. Naturellement, ces 5 profils sont beaucoup plus riches dans le rapport et on pourra avoir l'occasion d'en parler. Et j'ai envie donc on a vraiment la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Natacha Kiss. Donc Natacha, je l'ai rencontrée en 2012. On travaillait ensemble à Save the Children. D'ailleurs, à cette époque, le projet Yaran était en phase expérimentale. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu une vision très particulière de l'Afrique, du renforcement des capacités des ONG locales, de ce power shift. Et j'ai envie donc de lui passer la parole pour partager un peu cette image et qu'est-ce qu'elle en pense de ce rapport. Merci Michel. Ok, juste pour commencer, je voulais souhaiter bonsoir de la part de Bill et Melinda Gates. Et je suis obligée de dire, normalement quand nous sommes de seules femmes sur un panel, on est obligé de refuser, mais parce que je suis amie avec Michel et parce que c'est un sujet très intéressant. Apparemment, vous avez beaucoup de femmes dans le RIS. Voilà. Je vais rester, je n'insiste pas. Mais juste pour commencer, merci infiniment, comme toujours, pour RIS pour cet rapport, parce que quand vous travaillez dans le domaine, surtout pour les ONG comme Save the Children, comme Bill and Melinda Gates, c'est un outil d'avoir cet rapport pour expliquer, pour mettre ça devant les gens qui peuvent prendre les décisions. Je pense en général,
on parle de révolution. Je suis sûre que tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'une révolution dans la façon qu'on travaille dans les ONG, surtout dans la façon qu'on lève les fonds. Je vais parler un peu de Afrique de l'Ouest et centrale parce que c'est mon domaine. Ça fait 15 ans, presque 20 ans que je travaille en Afrique de l'Ouest et centrale. Le problème on a, à la base, c'est que pour les ONG qui travaillent spécifiquement dans l'humanitaire et les gens qui travaillent dans le développement, comme Save the Children, je pense que c'est la même chose pour Action contre la faim. Pour faire les deux en même temps, on a toujours un problème d'être investi dans le développement et en même temps être capable de faire face à une crise. C'est comme si vous avez deux entreprises dans le même organisme. On a toujours eu le problème de faire bien. Alors ça, sur le report, sur le fait qu'on cherche l'argent partout et la façon de lever les fonds change et la façon d'organiser une entreprise pour qu'on puisse faire bien le développement et en même temps répondre flexiblement à une crise humanitaire, c'est la difficulté et je pense que c'est la révolution, ça fait partie de la révolution. J'ai trois choses à ajouter avant qu'on parle un peu de... on parle de sectoriel, les choses qui sont très sectorielles. On commence en disant qu'on a les secteurs anglo-saxons et les secteurs francophones aussi, on commence là. Après, on a tous les secteurs dans l'humanitaire et dans le développement. Mais pour Afrique du Centre, Ouest et Centrale, où je travaille, on sait quel problème on va avoir. Par exemple, le bassin de Tchad. On sait très bien depuis 3 ans qu'on avait un problème. Et c'est maintenant qu'on a tous les acteurs qu'il faut qui sont là-bas. World Food Programme, tout le monde est là. Vous avez les centaines de ONG qui sont là. Mais il y a 3 ans, 4 ans, personne, même si tous les gens sur le terrain, même quand nous on travaille ensemble, on savait qu'on va avoir un problème. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire mettre en place les situations, les mécanismes pour qu'on puisse préparer, d'être mieux préparé? Je parle actuellement de Centrafrique, par exemple. On a commencé ensemble sur le sujet de Centrafrique. Personne parle, on ne parle plus de Centrafrique. Mais même en 2012, on savait qu'on va avoir les problèmes. C'était une crise, tous les acteurs étaient là, tous les barrières étaient là, et maintenant on ne parle plus. C'est le même pour Darfour. Et vous avez demandé que si je peux parler un peu de mon vision, comment on va changer les choses. Même avec les crises d'Ebola, on ne parle plus. 2 ans avant l'Ebola, on savait que ça va arriver. Pourquoi les ONG, pourquoi les bailleurs de fonds ne pouvaient pas mettre l'argent en avant pour qu'on peut éviter ou au moins avoir un peu moins de problèmes? C'était tellement cher, la façon que nous avons évité cette crise. Mais juste pour finir, sur les partenaires, le fait que maintenant les ONG locales sont très... on voit qu'il faut avoir les partenaires locaux. Le problème maintenant, c'est aussi de faire les capacités pour tous les gens locaux. Comment on peut avoir les ONG locales en Centrafrique, au Tchad? Qui investit dans leur capacité? Pourquoi le Banque mondiale ou Gavi, on cherche toujours, même Melinda Gates, on cherche les mêmes partenaires. Tout le monde est sur le terrain en train de chercher les mêmes partenaires locaux. Mais qui investit dedans avec les gens, mettre les capacités pour les ONG locales? J'espère qu'on va avoir j'ai beaucoup d'autres points que je veux exprimer sur le terrain, mais peut-être on va avoir les discussions un peu. Mais juste pour finir, pour dire, je vous remercie. Je ne sais pas combien ça coûte pour faire un report comme ça, mais c'est très important parce que tous les ONG ont besoin de vraiment réfléchir, faire leur réflexion sur eux-mêmes, et ça donne l'outil de commencer la conversation. Bon, ça coûte combien? Alors, c'est vrai, ça coûte cher. Comme disait, je crois, Fernand Reynaud, un certain prix. Ça coûte en termes d'argent, de ressources, mais surtout de capacité d'innovation. C'est pas facile une ONG qui investit dans le savoir et dans la recherche. D'ailleurs, quand Thomas et moi, on s'est rencontrés aussi au conseil d'administration d'Action contre la faim dans le passé,
on a souvent débattu sur beaucoup d'argent investi dans la recherche technique, très peu investi dans la recherche, dans les recherches humanistes et les sciences humanistes. Et c'est un vrai paradoxe, si vous réfléchissez bien, dans le secteur humanitaire du développement. Et en disant ça, j'ai envie de passer la parole à Thomas, parce que sans Thomas, c'est vrai que ce rapport n'aurait pas eu naissance. Merci Michel, merci à toutes et tous d'être là ce soir. Bah oui, effectivement, je suis très fier que ce rapport sorte. D'une part parce que Action contre la faim a été moteur dans ce rapport et dans d'autres travaux du Yaran. Et puis, comme vous l'avez compris, ACF a largement soutenu financièrement cette initiative. Alors pourquoi on l'a fait, me direz-vous? C'est parce qu'on y croit. On y croit pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on est dans un monde, vous l'aurez compris, qui se technicise de plus en plus, avec l'émergence de nouveaux risques. Ulrich Beck parlait déjà de la société du risque, et que, d'une certaine manière, nos interlocuteurs, face à ces changements, ces effets de technicisation, la juridicisation aussi du monde humanitaire, développent des expertises, et que pour nous, si on veut être crédible, légitime dans les discussions qu'on a avec ces interlocuteurs, et notamment dans notre travail de plaidoyer, être en capacité de développer une véritable expertise, ça fait sens. Alors, ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est aussi dans un monde multipolaire qui change rapidement, où les centres de gravité se déplacent, les problématiques aussi se complexifient. Nous, on est évidemment obligés dans nos pratiques d'essayer de faire un effort de planification. On va avoir des efforts de planification budgétaire à 3 ans, des efforts de planification budgétaire, de planification stratégique, à 5 ans. Et donc, on a besoin nécessairement d'avoir des outils. Et pour moi, ce rapport, c'est un véritable outil, parce que ça permet à la fois aux organes exécutifs, mais aussi aux membres du conseil d'administration d'une ONG, comme Action contre la faim, mais ça pourrait être une autre ONG, qui constitue l'organe politique et stratégique, de se projeter, d'avoir des données et d'avoir des scénarios qui nous permettent d'essayer de prendre les bonnes décisions. Alors évidemment, ça peut avoir des limites. C'est pas parce qu'on a des scénarios qu'on trouvera toujours la bonne décision. Quand on est dans une position de décideur, on n'est jamais dans la recherche de l'optimum, on ne va pas se mentir, on recherche plutôt la moins mauvaise des solutions possibles, parce que décider, c'est faire des arbitrages en fonction de plein de paramètres, et un tel rapport nous donne des clés sur toute une série de paramètres. Donc il a une véritable utilité, pas seulement pour gloser intellectuellement, c'est que l'utilité pour nous, c'est d'essayer de développer une stratégie opérationnelle avec pour but de ne jamais perdre de vue les bénéficiaires et donc le terrain. C'est-à-dire que pour nous, c'est le terrain qui prime dans notre développement stratégique opérationnel. Mais bien évidemment, ce type d'outil est utile. Enfin, je crois que c'est très très utile parce que il y a parfois eu une césure que j'ai moi-même ressentie hier entre le terrain et la pensée grise. En gros, parfois une opposition entre les acteurs de terrain et ceux qui produisent un peu de la pensée grise, bref, les intellos. Et moi, je ne crois pas du tout à cette césure. Je crois au contraire que, d'une part, le travail intellectuel se nourrit très largement du travail du terrain. Et de ce point de vue-là, on a une forte spécificité à Action contre la faim, qui est que tout ce qu'on produit en termes d'expertise part du terrain. Donc il y a un lien. Mais à l'inverse, il est clair que le travail intellectuel nourrit amplement les acteurs de terrain. Donc de ce point de vue-là, pour moi, le pari est réussi. Et je tenais, Michel, à te féliciter ainsi que tes équipes. Merci. Donc je pense que tu en as à la 7e félicitation. Il te reste 3 à avoir. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et encore merci à Action contre la faim. Alors naturellement, on veut donner beaucoup d'espace au débat. Donc j'ai envie de vous repasser la parole. Certainement, vous aurez des questions, des commentaires. Donc n'hésitez pas. Le microphone circule.
Pardon. Est-ce que vous pouvez... Bonsoir à tous. Je m'appelle Françoise Clairaut. Je suis aujourd'hui présidente d'une association qui s'appelle le Comité de Saint-Pierre-et-Miquelon d'aide au développement et de lutte contre la faim qui a été créé en 1967. J'ai été interpellée par les premières phases de votre document sur l'avenir de l'aide humanitaire parce que j'ai trouvé qu'il n'est pas très juste vis-à-vis des actions humanitaires qui ont commencé dès les années 66, 7, 8, 9. Et vous avez dans ce lot-là, non seulement la mienne, mais aussi vous avez le CCFD, vous avez Frères des Hommes, qui ont beaucoup porté leur action sur le développement. Et je voudrais dire qu'elles se sont appuyées beaucoup sur le potentiel humain local et que je regrette que ce type d'action ait perdu beaucoup de sens au cours des années qui ont suivi 90, 2000. Aujourd'hui, on revient un peu sur le terrain, mais d'une manière beaucoup différente et très primordiale aussi par rapport aux enjeux climatiques. Ces ONG, celles que j'ai nommées, mais il y en a plein d'autres aussi, ont eu des réponses sur le fond. Et ce sont elles qui ont tiré les sonnettes d'alarme sur les importations à des prix plus bas que le marché local, des importations qui provenaient d'Europe, entre autres, comme les poulets ou bien des déneigeuses qui venaient de Russie, sur les importations aussi, sur l'exploitation, excusez-moi, des ressources halieutiques. Vous savez peut-être que la Convention du droit de la mer en 82 stipulait que les pays qui n'étaient pas capables d'exploiter leurs ressources halieutiques avaient l'obligation d'ouvrir leur zone économique exclusive aux pays étrangers. Là, c'était vraiment la porte ouverte à une exploitation éhontée des ressources de poissons de ces pays. Ce qui a fait que l'Union européenne a fait énormément de contrats bilatéraux avec beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment. Et on a assisté, bien sûr, à une dévastation, à une véritable ruine des pêches artisanales. Donc, voilà, c'est ainsi que toute cette surexploitation des ressources halieutiques... Excusez-moi, madame. Oui. Laissons l'espace aussi à d'autres questions. Donc, votre question, c'était sur... Ma question, c'est que j'ai l'impression que votre rapport, il est orienté vers des ONG actuelles et des grosses structures et que vous ne faites pas suffisamment référence à des ONG qui perdurent encore et qui n'ont jamais cessé d'être sur le développement. Voilà. Donc, merci. D'autres questions ? Merci. Oui, Bernard Ross, je voudrais juste dire, et à la suite de ce qui vient d'être dit, la prospective, ça s'occupe de futur. J'ai compris ça dans ton exposé. Donc, l'histoire passée, elle éclaire la réflexion sur le futur, mais elle n'en est probablement pas la clé. Je veux dire, je partage parfaitement beaucoup des regrets de la personne qui vient de parler, mais cette posture-là n'est pas prospective. Ma question, c'est quelle est la place des fondations ? Bon, on a une fondation sur place, mais la fondation Bill Gates est un morceau de choix dans les fondations, si je peux dire. Mais les fondations d'entreprise, les fondations qui sont en train de concurrencer objectivement, au moins au plan du chiffre d'affaires, les ONG classiques, Action contre la faim, MSF, etc. Dans le rapport, comment vous l'avez abordé, quelle place parce qu'il y a matière à discussion. La fondation Gates, est-elle une ONG ou pas? C'est une question qui peut faire un colloque. Hein. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans les ONGI et quelle est la place des fondations dans ce champ? Alors, dans ONGI, on met véritablement les organisations non gouvernementales. On a toute une fiche, en fait, toute une thématique sur les nouveaux acteurs économiques, dans lesquels il y a les fondations. Et pour répondre à vous et aussi à la dame, effectivement, nous, on ne critique pas ce qui s'est fait sous le passé. Toute notre étude s'est basée sur se projeter sur le futur et voir comment
les ONG peuvent se questionner pour être mieux adaptées d'ici à 2030. Et parmi les modalités, on ne dit pas qu'on invente des nouvelles modalités, mais par exemple, les modalités du CSFT sont tout à fait les modalités vous pouvez retrouver dans un des 5 profils. Et sous les fondations, les acteurs économiques, ils vont jouer un rôle de plus en plus important. D'ailleurs, vous retrouverez ça dans le thème qu'on a développé d'ici 2030, mais on va encore plus loin. En fait, c'est pour ça que notre étude est centralisée sur les organisations non gouvernementales, c'est que les acteurs économiques sont beaucoup plus plastiques et s'adaptent beaucoup plus rapidement, d'accord, aux changements et aux incertitudes, par exemple, que décrivait Pascal, que les ONG, pour différentes raisons, et vous pourrez me dire, c'est aussi de l'ordre sociologique et structurel, et ça, sous le long terme, et surtout à horizon 2030, est un vrai problème. Et d'ailleurs, on a même tenu ici à l'IRIS un stand-up autour de cette question. On avait pas mal d'ONG et Coordination Sud mais est-ce que les ONG sont-elles capables de se structurer et d'acquérir cette élasticité? Et si la réponse est non, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Mais une des scénarios possibles, d'ailleurs, vous voyez, dans le scénario révolution qu'on évoque, il se peut que l'ONG disparaît telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ça peut être une coalition, en fait, entre acteurs économiques et acteurs publics, privés. Et ça, c'est tout à fait une éventualité. Mais je dirais, c'est un peu comme les règles darwinistes. Si à un certain moment, un organisme ne s'adapte pas à son écosystème, qu'est-ce qu'il arrive dans la nature? C'est exactement pareil. L'organisation non gouvernative est une création du XXe siècle. C'est surtout la première organisation laïque internationale a été Save the Children en 1919. Qu'est-ce qu'elle va devenir d'ici 2030? C'est une véritable question quand on voit aujourd'hui ces interactions dans les terrains d'intervention. Ici à la table, vous avez 2 personnes qui ont travaillé dans cette structure, mais ce n'est pas le problème des ressources. Au contraire, les ressources ne font qu'augmenter. Donc, si ce n'est pas un problème de ressources et de moyens, c'est un problème de quoi? Mais la réponse, c'est un problème structurel, c'est des organisations. D'autres questions? Vas-y, Natacha, sur les fondations, oui. Oui, en fait, c'était lié aussi au discours de fondation. Je me demandais par rapport au modèle de l'ONG Fonds mondial, ça serait alors un ONG qui centralise les fonds sur une thématique spécifique et ensuite va les redistribuer suite à un appel à projet. Dans ces cas-là, l'ONG, ça ne se transformerait pas plutôt directement dans une fondation? Je n'ai pas peut-être bien... Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est quoi après, ça dépend dans quelle structure normative vous êtes. En France, après, je parle à un juriste à la table. Je ne suis pas Thomas, non Thomas, loi 1901, ça peut vous permettre... Il y a un statut particulier pour les fondations en France, mais il y a un conseil d'administration avec un board et un directeur qui peuvent donner des directions. Donc, une organisation peut se transformer... Une organisation de loi 1901, s'il le veut, peut se transformer en fondation, mais ça demande un acte presque, je dirais, suicidaire du conseil d'administration. Pas suicidaire, je dirais métamorphosique. Métamorphose. Alors, sans être juriste, parce que je suis politiste, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais une telle transformation, c'est long. Ne serait-ce que parce qu'on est soumis à un certain nombre de normes. Si on voulait opérer une telle transformation, il faudrait un changement radical des statuts votés par l'Assemblée générale. Il faudrait que ces changements radicaux de statut passent devant le Conseil d'État, etc. Donc rien que ça, et il y a évidemment d'autres facteurs qui font qu'on peut avoir du mal parfois à se transformer, mais rien que sur le plan du mécanisme juridique, ça prend du temps. Et en termes aussi d'approche opérationnelle, ce type de profil, il y a un côté négatif. Vous verrez, dans les profils qui sont décrits dans le rapport, il y a toujours des pros et des contres. Mais le côté contre, c'est qu'elle se couperait de toute façon d'un contact direct avec le bénéficiaire. C'est le cas, par exemple, du Fonds mondial. Le contact, il est assez minimaliste.
sans être, je suis plus juriste, mais les fondations, c'est un système qui est très encadré. Il faut mettre en réserve une partie de la dotation. Donc, il y a des fonds qui sont immédiatement immobilisés lorsqu'on transforme une association comme une ONG, qui est une association de loi 1901 en France, en fondation. Donc, la tentation peut exister parce qu'il y a un caractère prestigieux dans la fondation et un caractère, disons, de pérennité. Mais les contraintes pour l'action sont énormes, et y compris les contraintes en termes budgétaires. Or, en fait, pourquoi aussi, outre le prestige, pourquoi on peut rechercher le statut de fondation? C'est parce que les dons peuvent être défiscalisés. Et que si vous donnez 100 €, eh bien, il y a les 2/3 qui sont défiscalisés. Mais à partir du moment où une association est reconnue d'utilité publique, ça passe par le Conseil d'État, c'est long, mais c'est moins long que le statut de fondation. Vous avez plus de souplesse d'action et vous pouvez avoir ce statut de défiscalisé. Donc là, tous les gens qui sont là, si vous voulez faire un don à ACF ou à l'IRIS, puisque nous sommes tous deux reconnus d'utilité publique, sachez que c'est une générosité qui ne vous coûtera pas trop cher parce que vous pourrez déduire cela de vos impôts. Oui. Ici, Michel. Est-ce que justement, c'est pas un phénomène inverse? Est-ce que c'est pas justement les fondations qui vont devenir nos anciennes ONG? En s'armant de tous ces implementing partners, ces gens extrêmement techniques, et en les mettant dans un format un peu de vassal à ce que les opérations se fassent sur un temps donné, cette dépendance, elle est connue. C'est déjà le cas avec les fonds que tu as cités. Et j'ai l'impression que c'est quand même une démarche qui est en train de continuer. Donc c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on connaissait du format des ONG il y a quelque temps va prendre racine dans les fondations, ou dans les fonds de dotation, ou dans les fonds à destination d'une certaine vecteur opérationnel, comme il se crée, où vous êtes tous, en tant qu'humanitaires, confrontés à la mécanique des consortiums. Est-ce que le consortium, ce n'est pas déjà le premier pas à ce qu'un fonds de dotation ou un fonds spécifique devienne pratiquement une ONG en soi, avec un conseil d'administration et son bras armé avec cette force sur le terrain? En tous les cas, sur ces 5 piliers qui nous sont présentés, il n'y en a aucun qui me satisfasse. C'est ça mon souci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soleil là. Alors l'exercice est réussi. Il n'y a pas tout à fait, parce que là c'est noir, comme c'est pas possible, c'est un destin fatal. Personne veut devenir le Fonds mondial, personne veut devenir le pompier responsable, personne veut devenir une big company, encore moins un back-office pour les ONG qui se créeraient. Il reste pas grand-chose, donc c'est un avenir un peu sombre que vous nous présentez. Après, là, c'est pas on vous présente pas, on fait pas du forecast. On présente pas l'avenir va être comme ça. Les 5 structures les 5 profils qu'on a dessinés n'ont pas non plus pour vocation d'être d'inspirer tel quel avec presque une vision dogmatique. Parce que si vous suivez la fiche, en fait, on peut la prendre, on peut créer une structure. Hein. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir. Et d'ailleurs, je pense, comme dans tous travaux de prospective, et François pourra me corriger parce qu'il reste mon professeur, comme tout travail de prospective, l'idée, comme ce travail qu'on a nous accompli, c'est de stimuler votre pensée. Et s'il y a des dirigeants ici, comme c'est à vocation en fait à vous faire réfléchir sur il est temps de questionner notre structure. Après, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Ça vous appartient. Et d'ailleurs, on vous montrera dans le rapport des tests pour vous montrer parce que par exemple la structure fondation, elle n'est pas adaptée à tous les scénarios. Dans le scénario révolution, par exemple, vous verrez que il y a quelques difficultés. Donc, le fait de choisir aussi un profil ne vous donne pas comme garantie de réussir en 2030. Donc, vous voyez, les possibilités sont multiples. Vous multipliez 5 profils pour 4 scénarios, et bien, tout est possible. Vous trouverez cette matrice dans le rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat de cette matrice. Et l'idée, mais c'est par exemple le travail qu'on fait avec Action contre la faim, c'est pas dire on va vers cette direction, c'est se réunir avec le cadre directif et dire on va où? Est-ce que déjà le fait qu'Action contre la faim se pose la question de se remettre en question, c'est une énorme réussite. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est cette remise en question. Bonsoir. Je m'appelle Lise, je travaille pour Action contre la faim également.
Je me demande si, est-ce que au-delà de l'évolution, donc ces différents scénarios concernant le rôle des ONG, leur place, est-ce que dans vos recherches, du coup, vous avez aussi regardé, du coup, quelles conséquences ce genre de scénario pourrait avoir? Notamment, vous parlez de renforcement de la souveraineté des États dans pas mal de vos scénarios, ce qui est, voilà, ce qu'on constate de plusieurs façons aujourd'hui. Vous parlez d'ONG qui vont potentiellement être fragilisées, parce que changement et donc nécessaire adaptation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait en termes de services aux personnes qu'on sert aujourd'hui tous les jours? Qu'est-ce qu'on envisage? Enfin, qu'est-ce qu'on pense qui va se produire pour eux? Et qu'est-ce qu'on envisage pour le rôle de la société civile? Aujourd'hui, on imagine une société civile qui est là pour faire une sorte de contrepoids à certaines décisions politiques. Être sur le terrain, ça veut aussi dire avoir des yeux sur le terrain sur ce qui se passe. Donc, que va-t-il se passer demain si, effectivement, on n'est plus tellement sur le terrain, où on a d'autres rôles? Est-ce que d'autres personnes y seront? Est-ce que la société civile va évoluer d'une autre façon? Est-ce que d'autres types d'organisations, est-ce que vous voyez naître d'autres types d'organisations déjà? Alors, on les voit déjà naître des organisations, des groupements communautaires. Si je vous prends l'expérience, par exemple, elle est hyper intéressante. D'ailleurs, ça fait partie de nos sujets de recherche à l'IRIS. On a un observatoire sur la santé, mais dans le monde du VIH-Sida, vous avez typiquement des bénéficiaires qui, à un moment donné, dans les années 80, ont été abandonnés à leur sort. Hein, il faut se le dire, hein, même les ONG humanitaires n'ont pas répondu au VIH-Sida comme si c'était une urgence humanitaire. Par contre, quand il y a eu l'Ebola, ça intéressait tout le monde. On se questionne. Bon, c'est très complexe comme... pas tout de suite. Et c'est organisé par elle-même. Il y a eu presque un reflet malthusien de la part des bénéficiaires. OK, personne ne s'occupe de nous, on va s'occuper de nous-mêmes. Et aujourd'hui, qui fait la stratégie des personnes vivant avec les VIH? Ce sont les personnes vivant avec le VIH. C'est hyper intéressant comme approche pour les humanitaires et ceux qui travaillent dans le développement. Et pour reprendre votre question sur la gouvernance, vous avez tout à fait raison. Nous, on pointe d'ailleurs le fait que les nationalismes sont en train de se renforcer. Bon, vous écoutez les médias tous les jours. C'est une dure réalité. On va presque on rentre dans une phase un peu obscurantiste de ce point de vue. Qu'est-ce qui se passe alors pour les ONG? Mais je vais vous prendre deux exemples. Le Biafra, d'accord, en 1969, 67-69, et puis la Syrie, d'accord, avec d'ailleurs des États qui exercent leur souveraineté. Alors, en 1968 déjà, et jusqu'à quand l'avion du CCR a été abattu en 69, les ONG se sont organisées et ils n'en avaient rien à faire du fait que le Nigeria les interdisait, d'accord, d'aller au Biafra. Ils ont créé un pont aérien et qu'il a fonctionné. D'ailleurs, c'était des ONG anglo-saxonnes, c'était Oxfam, et des ONG confessionnelles sous l'égide d'un groupe qui s'appelle Church in Aid, je ne me rappelle plus le nom précis. Vous venez dans le contexte de la Syrie en 2012. En 2012, tout le monde criait l'alarme. Qu'est-ce qu'on fait des 7,5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie? Souveraineté, pas souveraineté. La vérité, c'est que les organisations, en se professionnalisant, sont aussi devenues très risque-averses. Et aujourd'hui, avant de se mettre en danger pour violer la souveraineté d'un État, disons que on n'est pas du tout dans la même approche que dans les années 70. Et ça, c'est un vrai changement. Ça veut dire qu'avec le professionnalisme, il y a quelque chose d'autre qui s'est invité dans les structures des organisations non gouvernementales, et c'est un peu une aversion au risque. Le fait qu'il y a eu, par exemple, des expatriés qui sont morts, il y a eu des procès, même des procès très célèbres chez MSF, qui ont un peu cristallisé la crainte, la peur pour des dirigeants. Et j'ai envie peut-être de questionner Thomas, parce que c'est vrai, c'est une vraie question, l'accès humanitaire. C'est la question fondamentale aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que la version risque, c'est que les risques ont augmenté. Dans les années 60-70, les États qui recevaient, ils ne seraient pas venus à l'idée du Nigeria dans les années 60 de prendre en otage ou de tuer des médecins français qui partaient là-bas. Alors que maintenant, il y avait une sorte de sauf-conduit
qui était due à la différence de force. C'était quand même généralement les Occidentaux qui allaient dans le Sud, et les pays du Sud devaient les respecter en tant qu'Occidentaux, parce que le rapport de force global était celui-là. Aujourd'hui, les acteurs ont changé et loin d'avoir des sauf-conduits, les ONG peuvent être des cibles, au contraire, des cibles tout à fait désignées. Pour donner un exemple, ne venez pas chez nous, on veut voir personne et on veut pouvoir massacrer tranquillement et on veut qu'il n'y ait pas de regard extérieur. Ou alors parce que c'est des acteurs non étatiques, envoyer des ONG au Liberia sous Charles Taylor était certainement plus risqué que d'envoyer des médecins au Biafra en 67-68. C'est vrai. Sur les questions de sécurité, oui, on constate une réduction de l'espace humanitaire, parfois un recul des principes humanitaires. Mais je pense que c'est plus complexe parce que là, on est en train de parler de sécurité avec l'idée que c'est l'ONG qui vient et donc que c'est l'occidental, la figure de l'expatrié qui vient. Ça a quand même singulièrement changé. C'est-à-dire que, si je prends le cas d'Action contre la faim, vous avez des missions où la plupart des salariés sont des salariés nationaux. Et les problématiques de sécurité, elles se posent aussi pour eux. D'ailleurs, parfois avec une double... Enfin, j'ai toujours du mal à catégoriser, mais des salariés qui sont d'une certaine manière aussi un peu bénéficiaires de l'action humanitaire, etc. Enfin, qui, eux, côtoient les problématiques pour lesquelles nous intervenons. Et eux, ils peuvent aussi courir des risques de sécurité parce que, justement, ce sont des nationaux, des locaux. Donc la problématique de la sécurité, oui, on y est extrêmement attentif, mais parce que c'est plus seulement la figure de l'expatrié qui... non, aujourd'hui, voilà, moi, quand j'ai une crise en Birmanie, il y a des choses que j'aurais peut-être très envie de dénoncer, mais que je ne peux pas faire parce que sur place, j'ai des équipes nationales et que si je prends certaines positions officielles, eh bien, ce sont ces équipes nationales qui sont menacées. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Les ONG ont aussi changé de ce point de vue-là. Natacha, quelle est... Juste pour ajouter, on peut prendre par exemple la crise d'Ebola. Les premiers 6, 7, 8 mois d'Ebola, c'était national. C'est que les gens de Libéria, Guinée, Sierra Leone. Parce que les internationaux, tous les managers, on n'avait pas un système, sauf pour Médecins sans frontières qui était là, on n'avait pas un système pour faire venir les médecins, les infirmières. On ne savait pas comment on va faire les évacuations. Je pense aussi, on n'a pas parlé de changement d'argent, le bailleur. Je pense pour le Biafra, par exemple, vous avez les ONG comme Save the Children, comme Oxfam, qui à une époque, ils avaient tous les fonds eux-mêmes. C'était indépendant, tu sais, unrestricted funding. Ça veut dire que vous pouvez faire les choses que vous voulez faire. Maintenant, vous avez tellement de ONG, je ne sais pas si c'est le même pour la France, mais surtout pour les Américains, qui sont 100% fondés par les Américains pour USAID. Et tout ça change maintenant. Vous allez voir, si vous avez que les fonds, 90% de votre fonds, c'est USAID ou DFID, le monde change rapidement pour vous. Mais on sait très bien, c'est très difficile à changer. On parlait de faits. Est-ce que vous pouvez adapter? Est-ce que vous pouvez faire une révolution? Est-ce que vous pouvez changer comme entreprise? Je ne sais pas si pour vous c'est facile, mais pour les grandes entreprises, même les entreprises, et surtout plus difficile pour les ONG de changer, vraiment changer. On parle de Nokia maintenant, ils n'étaient pas capables d'adapter. On connaît l'histoire de Kodak, pas capable. Et même le fameux Merlin. Je ne sais pas si vous connaissez Merlin, c'était le Merlin. C'était le MSF d'Angleterre qui n'était pas capable d'adapter aussi rapidement. Vous avez vu qu'on avait le merger avec les autres ONG. Et je pense que c'est ça qui est la difficulté. Monsieur a demandé pourquoi vous avez Bill Gates, par exemple. La fondation de Bill Gates a 16 ans. Mais c'est une des plus grandes fondations sur le terrain actuellement. Mais vous avez Google qui arrive. C'est pour ça que vous avez les ONG qui doivent changer. Est-ce qu'ils peuvent changer aussi rapidement? Parce que vous avez les nouvelles qui arrivent, comme le Google. C'est les fonds. Ce n'est pas les acteurs principalement, mais s'ils ne peuvent pas trouver les partenaires, les ONG avec qui ils peuvent travailler, ils vont rêver d'embaucher les gens, commencent à être opérationnels. Vous avez même eBay maintenant sur le terrain. C'est les gens qui connaissent, ce n'est pas 100 ans qu'ils travaillent sur le terrain, mais quand même, ils veulent faire les différences. Et ça fait partie des changements, les révolutions qui vont pousser les ONG. Je sais que le rapport ne parle pas de l'avenir, mais mettre en place les choses, qu'est-ce qu'on doit faire
Mais je pense, je ne sais pas si le prochain rapport que vous allez sortir, ça va être parler des nouveaux acteurs qui sont sur le terrain. Et surtout les privés. Toutes les entreprises privées maintenant qui pensent qu'ils peuvent faire les humanitaires. Et toi, Natacha, comment tu considères ces entreprises privées? Par exemple, toi, tu es un bailleur de fonds, donc tu as un acteur privé et tu as une ONG. Pour toi, de toute façon, qu'est-ce qui importe? En fait, il faut être clair. Je travaille toujours ça fait 1 an que je travaille pour une fondation. Pendant 15 ans, je travaille pour les ONG pures. Mais le problématique, c'est que c'est leur argent. Ils peuvent aller rapidement, mais ils n'ont pas les connaissances. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens comme Gates qui peuvent financer beaucoup de choses, les ONG, mais s'ils ne trouvent pas la façon de travailler, ils sont capables de créer leur propre ONG. Est-ce que c'est bien? Vous avez le monsieur de Facebook, monsieur Zuckerberg, qui est en train de faire les nouvelles ONG et les nouvelles cliniques de recherche parce qu'il peut. Qui va influencer? Et qu'est-ce que les ONG vont faire pour être partenaires avec les gens? Parce qu'il a besoin des partenaires. Comment on va influencer le choix? Parce qu'après 4 ans sur le terrain, vous allez faire une réponse sur ça, j'espère. D'autres questions? Oui, Vincent Taillandier. Alors, moi, quand je lis ce rapport, d'abord, merci de l'avoir produit. Je pense que ça apporte un certain nombre d'éclairages aux professionnels du secteur. J'ai quand même la sensation que c'est assez conservateur, finalement. Et je vois un peu se dessiner à chacun son domaine, une forme de sectorisation qui, à la différence de... Moi, je ne vois pas, comme ça a été dit tout à l'heure, des gens qui n'ont pas envie de faire les 5 types ou 6 types qui ont été donnés. Je vois plutôt des institutions aujourd'hui qui veulent absolument faire ça, c'est rassurant. Beaucoup d'institutions d'ONG internationales sont dans des stratégies de survie, de mon point de vue, aujourd'hui, et donc doivent se redévelopper là-dedans. Finalement, j'ai plus envie, si on explore le scénario révolution, Natacha, vous avez commencé à en parler finalement. Dans ce scénario-là, on peut commencer à exclure un certain nombre de typologies un peu traditionnelles, l'ONG pompier, même l'ONG, je dirais, qui lève des fonds, enfin tout ça c'est déjà la réalité. La question, et toutes les ONG cherchent à sectoriser, en tout cas à avoir une action stratégique sur chaque domaine quasiment aujourd'hui. Si on va dans le scénario révolution, quel serait, de votre point de vue, Natacha ou peut-être Thomas aussi, les nouvelles formes d'ONG, mais alors vraiment peut-être on est dans l'inconnu là, qui pourraient émerger du domaine numérique ou domaine hors numérique, je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait peut-être être éclairant, puisque Thomas, tu disais toi-même que transformer des grandes organisations aujourd'hui, c'est très difficile, elles sont fortement institutionnalisées. Donc on a tendance à penser que le renouveau se fera par des refondations ou de nouvelles formes associatives. En tout cas, j'espère qu'elles seront associatives et peut-être avec des mandats et des pratiques qui seront vraiment très différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, de votre point de vue, qu'est-ce qui pourrait émerger? Merci. Merci Vincent pour cette question piège. Écoute, évidemment, je n'ai pas la réponse. Je pense déjà que... je ne peux pas te dire ce qui peut émerger. Je peux te dire, en tout cas, moi, des clés que je vois... je pense déjà qu'il y a sans doute une culture organisationnelle à changer. Et de ce point de vue-là, par exemple, dans le référentiel, peut-être considérer... on a peut-être eu parfois tendance à considérer que l'entreprise, c'est un peu le diable, etc. Moi, je crois que c'est plus complexe et qu'on peut, en tant qu'ONG, par exemple, travailler beaucoup plus avec certaines entreprises. Surtout qu'il y a une partie des populations qu'on sert, et c'est aussi notre objectif, qui n'ont qu'une demande, c'est une demande de développement économique. Et donc, il y a des choses aussi à voir de ce côté-là. De ce point de vue-là, c'est aussi pour ça qu'une ONG comme Action contre la faim a créé un comité éthique pour se donner la chance d'essayer de créer plus de partenariats et de liens avec les acteurs économiques. Donc ça, je pense que ça prend du temps aussi de faire changer ce logiciel culturel. Je pense aussi que... oui, enfin, il y a j'ai pas toutes les pistes. Par exemple, tu sais qu'une ONG Action contre la faim, et c'est pas la seule, essaye d'explorer comment concrètement
pouvoir se rapprocher du terrain, donner beaucoup plus d'autonomie à ses missions, s'appuyer beaucoup plus sur des acteurs locaux. Moi, en tout cas, je crois que le modèle d'ONG plus décentralisé et donc plus souple, moins institutionnalisé, je ne peux pas te garantir que c'est l'avenir à 50 ans, mais en tout cas, j'ai l'intime conviction que c'est une voie à explorer et que la question de l'autonomie des acteurs locaux, des missions locales, est absolument essentielle. Voilà. Après, c'est compliqué, hein. Enfin, moi, je veux bien parler sans langue de bois. Il y a aussi parfois un rapport culturaliste aux populations qu'on est censé servir, et ça, c'est aussi un logiciel, alors qui évolue, bien sûr, mais qui doit encore continuer à évoluer. Après, voilà, il y a quand même une règle d'or. J'ai pas la modalité, mais la règle d'or, c'est qu'on doit envisager ces changements sans renoncer aux principes humanitaires élémentaires et sans perdre de vue que, quelle que soit la modalité organisationnelle qu'on peut choisir, la question, c'est les populations en souffrance et comment trouver les modalités concrètes pour aider ces populations. Par exemple, je trouve pour ma part, et je mets une pierre dans notre jardin, qu'on ne s'appuie pas encore assez sur les populations qu'on aide. C'est-à-dire que dans un futur modèle, je pense que si les populations qu'on aide, on ne les met pas en position d'être beaucoup plus proactives sur ce qu'on développe, eh bien on est en train de rater quelque chose. Parce que c'est aussi ce qu'elles demandent et ce qu'elles attendent. Mais après, voilà, je ne peux pas te répondre sur une forme organisationnelle comme ça. Il y a toujours une méfiance, en fait. Quand une entreprise vient, on se demande quelles sont ses arrière-pensées. Est-ce qu'elle vient faire du washing, bon. Mais en même temps, elles ont des moyens qui peuvent être utiles. Donc c'est un peu le dilemme. Moi, je me rappelle quand le Haut Conseil à la coopération internationale, qui malheureusement a été défait par la suite, s'est créé. Stéphane Hessel, c'était Stéphane Hessel qui le dirigeait. Il y avait beaucoup de gens d'ONG, quelques académiques, dont moi. Et il y avait 2-3 dirigeants d'entreprise, dont Frédéric Tiberghien, qui était à l'époque patron, qui était très engagé, mais qui était patron d'une boîte d'intérim. Et les ONG, au départ, voulaient à peine lui serrer la main, parce qu'il représentait le diable dans le couvent, quoi. C'était vraiment... bon. Et puis, ils ont travaillé ensemble, ils ont vu qu'il avait des convictions sincères, etc. Bien sûr, on peut se demander, si Google vient sur ce terrain-là, qu'est-ce qu'ils cherchent ? À améliorer leur image ou à aider vraiment les choses. C'est bon. Et en même temps, quand il y a une manne, c'est difficile. Je pense que ce qui protège là-dessus, c'est la transparence. C'est la transparence à la fois du financement et de l'action. Et si une ONG, si Monsanto créait une ONG, ils l'ont fait, bon, ça se verrait assez vite que le but n'est pas franchement d'aider les populations. Et bon. Et donc, mais si une ONG devait dévier son action parce qu'elle a un financement sur lequel elle ne veut pas renoncer, ça se saurait assez vite. Il y a suffisamment de contrepoids, déjà même au sein même de l'ONG. Il y aurait des membres qui seraient les premiers à protester et à trouver un écho. Et donc la transparence et la publicité, donc la contre-publicité, sont certainement les meilleures protections. Et je pense qu'on ne peut pas dire à l'avance qu'une fondation d'entreprise est forcément perverse ou forcément... c'est au cas par cas que l'on peut juger. Mais la transparence protège parce que s'il y avait une action qui était d'orienter une aide ou de restreindre une action pour ne pas gêner une entreprise qui finance, je pense que quand même, maintenant, si ça ne se voit pas tout de suite, ça se verra assez vite. Et les effets retour, l'effet boomerang serait terrible et pour l'ONG et pour l'entreprise en question. Et puis, moi, je pense que c'est pas... Alors, effectivement, hein, il y a des lignes rouges qu'on franchira jamais en tant qu'ONG. Néanmoins, je pense que c'est pas par l'ostracisme qu'on fait avancer les choses. C'est aussi parfois par des logiques partenariales et des logiques un petit peu, finalement, de soft law qu'on fait aussi évoluer les bonnes pratiques. C'est aussi dans des partenariats potentiellement avec des entreprises dont on n'est pas d'accord sur tout, mais en travaillant avec elles, eh bien, on peut aussi potentiellement les faire évoluer vers des bonnes pratiques. Et si on les fait évoluer vers des bonnes pratiques, voilà. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on ait des partenariats
avec des gouvernements, avec des acteurs publics qui ne sont pas dénués d'intentions politiques, etc. Mais je veux dire, on est en étroite interaction avec eux et on contribue, je pense, à faire évoluer certaines pratiques. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire avec des acteurs économiques. Et puis, il faut aussi peut-être qu'on ait une forme d'humilité, c'est-à-dire qu'on a beau être acteur humanitaire pétri de principes, on n'a pas la vérité révélée sur tout, et il y a des pistes intéressantes de gens dans le privé, et je suis sûr d'ailleurs que parmi vous ce soir dans la salle, il y a peut-être des gens qui travaillent dans le privé et qui en même temps sont parfaitement intéressés par les questions humanitaires, qui y voient le sens que ça peut faire. Voilà, donc pour moi je ne suis pas dans une logique d'opposition radicale. Juste, je pense que c'est une question, c'est toujours une question d'argent, c'est une question de bailleurs, c'est les fonds pour les ONG. Vous savez qu'on travaille pour Save the Children, on avait ExxonMobil par exemple qui voulait nous aider dans certains domaines, surtout au Nigeria ou Tanzanie. Nous avons eu un partenariat avec GSK qui était assez difficile. Je pense maintenant avec l'Internet et le crowdsourcing, je pense les diaspora, les remittances, maintenant l'idée de local NGOs, ça peut vraiment, ça peut marcher mieux qu'avant. Avant, c'était très difficile pour les local NGOs de lever les fonds. Par exemple, je travaille longtemps au Sénégal, vous n'avez pas beaucoup de privés ni beaucoup d'individuels qui peuvent donner l'argent pour 1 an, mais pas pour 5 ans. Mais maintenant, avec l'Internet, crowdsourcing, etc., ça va changer. Et je pense que ça va être le vraie différence dans les prochains 5 ans, qu'on va voir les ONG locales qui deviennent de plus en plus fortes. D'ailleurs, Vincent, dans le scénario celui-là des révolutions, c'est ces acteurs informels qui, à quelque part, dans ce nouveau système qui se met en place, vont prendre l'ampleur et innover dans leur réponse locale. Et peu importe, en fait, la question de la forme, elle devient secondaire. Donc ça peut être des individus, des groupements des individus formés, soit associations ou pas, entreprises privées, et ça peut être aussi l'association de tout cela. Parce que il ne faut pas non plus rester très fixé, il faut être créatif. Peut-être la réponse, c'est aussi une vision organique. Ça veut dire que il faut penser à des symbioses entre des organisations non gouvernementales et des acteurs privés, par exemple. Et il existe des relations symbiotiques dans la nature. On peut tout à fait les recréer dans la société. D'autres questions? Bonsoir, Kevin Ninke. Merci déjà à Michel et à toute l'équipe qui a œuvré à l'élaboration de ce rapport. Je vais rester dans le champ des relations entre les ONG et les États pour poser une question peut-être naïve. Lors de la cérémonie de clôture de la mission de l'ONU il y a peu en Haïti, le président haïtien a longuement décrié l'action qu'il a qualifiée de non efficace des ONG internationales dans son pays. Et c'est de plus en plus le cas avec des dirigeants de pays dits fragiles dans lesquels opèrent de nombreuses ONG internationales. Alors, est-ce qu'il serait envisageable, et le cas échéant, comment penser les relations entre les ONG et les États dits fragiles pour au moins faciliter le passage des phases d'urgence à la phase de développement, parce qu'en fin de compte, la promotion du développement dans ces États qui pourra réduire leur vulnérabilité revient quand même aux États. Donc voilà, merci. C'est une très bonne question, oui. Kevin. Oui. Non, au début, j'ai parlé du fait que les ONG qui peuvent faire le deux, qui peuvent être en développement et qui sont capables de répondre en même temps à humanitaire, petit à petit. C'est ça ce qu'on cherche. Le problème, c'est quand vous avez les ONG qui ont les fonds juste pour répondre à l'humanitaire, comme en Haïti, vous avez les ONG qui étaient là depuis 30 ans, 25 ans, et après vous avez les centaines qui sont venus, qui levaient les fonds pour venir en Haïti pour répondre à le tremblement. Après, ils sont partis après. Nous avons vu ça pour l'Ebola.
Vous avez les gens, pour 8 mois, 9 mois, personne n'était là. Après, les fonds ont été levés. Vous avez beaucoup d'ONG qui sont venus. Ils sont répartis. Et le système santé au Sierra Leone, Libéria, Guinée n'a pas changé. On n'a pas investi dedans. En fait, c'est pire qu'avant. Et c'est vrai. C'est cette balance. Je suis sûre que Action contre la faim est capable de faire, mais il y a tellement peu des ONG qui sont capables de faire. Vous avez normalement les ONG développement, les ONG humanitaires, et très peu qui sont capables de faire, d'être là avant et pendant l'humanitaire, qui travaillent avec les gens locaux et après qui peuvent rester pour continuer après. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Qui fait ça bien? Moi, pour vous répondre, pour le coup, parce que je connais un peu le cas d'Haïti, en tout cas des programmes d'action contre la faim, et puis j'ai un peu réfléchi à tout ça. Bon, votre question, elle fait clairement référence aussi au film de Raoul Peck, Assistance mortelle. Et donc, si vous regardez ce film, que vous avez peut-être vu, elle ne concerne pas que les ONG. Elle concerne les organisations internationales aussi, sur le cas d'Haïti. Donc, il n'y a pas que les ONG. Au moment du tremblement de terre, je pense sincèrement que la présence des ONG a été efficace. Justement, ce qu'on a appelé ONG pompiers. Bon, néanmoins, quand il y a une crise humanitaire grave, ça sauve des vies. Après, votre question, elle est très complexe parce qu'effectivement, c'est une des ambivalences de l'action humanitaire. Lorsque, dans des logiques peut-être plus de développement, on met en place des centres de santé où telle ONG construit une école, ou telle ONG participe à la construction d'un hôpital, elle prend en charge d'une certaine manière des prérogatives d'État. Mais ce faisant, prenant en charge les prérogatives d'État, elle permet à l'État en question de se délaisser de ses propres prérogatives pour, au passage, potentiellement détourner son regard et son investissement vers autre chose. Et donc, c'est extrêmement, effectivement complexe. C'est la question de est-ce qu'il faut partir alors que néanmoins, il y a encore des besoins très importants, au risque de laisser clairement mourir des gens, en se disant qu'à long terme, ça obligera l'État à assumer ses prérogatives d'État. C'est un choix cornélien. Mais si vous regardez, par exemple, des travaux comme ceux de l'économiste Esther Duflo, eh bien, elle montre que dans certaines configurations, ce sont parfois les États les moins aidés qui s'en sortent le mieux. Voilà. Donc oui, la question que vous posez plus globalement, c'est la question des ambivalences de l'action humanitaire. C'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir et sur lesquelles les ONG réfléchissent. Mais c'est compliqué, vous comprenez? Est-ce que je pars en me projetant à long terme et en me disant que derrière moi, je laisse potentiellement des gens qui risquent de mourir? D'ailleurs, dans notre à l'IRIS, nous avons une approche très particulière sur cette question, c'est qu'il n'existe pas l'humanitaire et le développement. D'accord? Cette dichotomie est une erreur de conception qui d'ailleurs continue à créer ce qu'on appelle, nous, des erreurs stratégiques ou systémiques. Si on conçoit les choses seulement d'un point de vue de l'humanitaire et du développement, en fait, on va se tromper. Parce que l'humanitaire, il va faire du phase-in, phase-out. C'est-à-dire, il va rentrer, sauve des vies et part. C'est ce que disait Natacha, qui l'a vu. Elle a tout à fait raison quand elle décrit la situation actuellement, où il y a eu l'Ebola quand même en 2014. Il n'y a pas très longtemps. Vous pensez qu'on est à l'abri? Moi, je ne pense pas du tout. Alors, il y a des structures qui travaillent sur le vaccin. J'espère qu'il va arriver vite. Mais on n'est pas du tout à l'abri. La situation, elle est bien plus catastrophique que ce que l'on pense. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, l'ONG de demain est une ONG qui ne va pas concevoir l'humanitaire et le développement comme deux choses distinctes. Ouais. Mais qu'elle va sauver des vies, mais en même temps qu'elle sauve des vies, elle s'est posé des questions pour essayer de rendre cette population résiliente. Et d'ailleurs, si elle ne fait pas ça, en fait, oui, elle aurait sauvé des vies dans la période courte, mais sur le long terme, si on prend une approche plutôt malthusienne, elle ne l'aura pas fait. Elle les aura perdus. On prend une dernière question et puis on va conclure. Bonjour, moi je suis médecin et ça fait une dizaine d'années que je vais en Afrique former des médecins.
Et ce que j'observe depuis une dizaine d'années dans les centres où je retourne, c'est une expansion de l'administratif qui fait du reporting. Et donc j'ai une image en tête avec un centre où il y a 2-3 médecins qui soignent, et puis une douzaine de personnes devant des ordinateurs qui répondent et qui répondent, qui remplissent des rapports pour les États-Unis, pour la France, et je me demande quand même, en tant que producteur de soins, s'il n'y a pas une déperdition de moyens et comment on réfléchit à ça dans le rapport. J'avais posé la question à Natacha, qui est aussi un bailleur de fonds, parce que j'ai vu ça. Par exemple, je travaille actuellement sur qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais donner comme conseil au Bill & Melinda Gates pour le cas de RDC, où c'est exactement comme ça. On va à Kinshasa, vous avez une quarantaine de médecins dans un hôpital, et surtout c'est difficile parce qu'il faut qu'ils écrivent les rapports en anglais, parce que la plupart des bailleurs actuellement sont anglo-saxons, pas français. Alors pour eux c'est très difficile. Mais c'est une question de système aussi sur les médecins. Est-ce que les pays, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale, est-ce qu'on va former assez de médecins pour faire tout ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir sur le système de community health workers, un système beaucoup plus complexe parce qu'on ne va jamais former assez de médecins. Et même si on forme assez de médecins ou infirmières, ils ne veulent pas aller dans les villages loin de Kinshasa, loin de centre-ville. Alors c'est très très complexe. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner l'argent directement au ministre de Santé? Est-ce que c'est mieux de travailler avec le gouvernement, la structure du gouvernement est fondée parce que le système est en panne? Est-ce qu'on va essayer de faire ça, ou est-ce que c'est mieux de travailler avec les ONG ou le privé? Est-ce qu'on va soutenir le privé? Au moins, on a les cliniques, parce que la plupart des gens, surtout en RDC et dans les pays francophones en Afrique de l'Ouest, tout le monde paye. Il y a tellement peu de cliniques, sauf en ville. Alors, c'est complexe. Je ne sais pas si vous avez les idées, mais je ne sais pas dans quel pays vous êtes. La question, c'est juste le temps perdu et l'argent perdu à demander sans cesse de justifier des faits. Oui, mais... On leur demande de justifier en permanence, et une déperdition de temps et d'argent pour justifier. Donc ce temps passé à justifier, c'est pas du temps à... Oui, non, mais ça, c'est un problème sur plusieurs, parce que en plus, vous n'avez pas les médecins qui veulent aller dans les cliniques dans le nord, dans l'est. On a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un problème, un grand problème de reporting, d'accountability, c'est sûr, parce que pourquoi on va donner de l'argent si on ne peut pas avoir les rapports? C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire les choses un peu plus faciles? Est-ce qu'on a un système d'accountability qui peut être plus facile? C'est sûr. Ça, un problème. Mais hors de ça, est-ce qu'on a assez de médecins et infirmières qui peuvent aller loin de centre-ville? Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'on peut financer le ministre de Santé? Est-ce qu'on doit faire ça? Et c'est assez complexe. C'est vrai, les reporting, c'est difficile, surtout si vous prenez l'argent de USAID. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais chez Save the Children, j'ai même dit à notre équipe, on ne prend plus l'argent de USAID parce que pour vraiment faire les papiers, il faut une équipe de comptables. Et je ne voulais pas dépenser l'argent dedans. Mais Save the Children, c'est un énorme organisme. On a l'argent qui vient des autres... mais pour un petit organisme ou pour, je ne sais pas, le ministère de Kinshasa, peut-être ils ont besoin de cet argent. C'est pour ça qu'ils sont prêts de le faire. Mais c'est vrai, je prends ça comme le fait que les fondations et les bailleurs ne doivent pas avoir les systèmes aussi complexes pour le reporting. J'ai entendu. Juste moi pour vous répondre, puisque nos équipes l'expérimentent au quotidien. Oui, c'est très compliqué, c'est chronophage, ça coûte de l'argent, et c'est de l'argent qui vient potentiellement aussi de donateurs, etc. Après, on ne peut pas exclure la nécessité de redevabilité. Donc il y a très probablement une nécessité de simplification des procédures. Le problème, c'est que c'est un effet un peu systémique, c'est-à-dire que c'est très largement lié, me semble-t-il, à l'introduction dans les institutions publiques, et donc dans les gouvernements, les bailleurs de fonds institutionnels, du New Public Management, et notamment le fait d'introduire des modes de gestion du privé dans les institutions publiques avec pour objectif une rationalisation de l'action publique
des gouvernements et notamment une rationalisation budgétaire, et donc suivant des modalités extrêmement quantitatives. Et ça, au-delà du caractère chronophage, me semble-t-il, ça pose plein de problèmes dans la vraie redevabilité. Parce que si vous regardez des rapports, ce sont des chiffres, ce sont des bâtonnets comptables, ce sont des diagrammes, ça ne dit rien exactement d'un bénéficiaire. Un chiffre ne dit rien. Un chiffre, il faut le déconstruire. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire évoluer, c'est que tant qu'on aura une perspective essentiellement quantitative, à défaut d'une perspective qualitative dans la redevabilité, on ne fera pas de la bonne redevabilité, parce qu'un chiffre, il ne parle pas de lui-même. Et je vous renvoie, si ça vous intéresse, aux travaux d'Alain Desrosières et son ouvrage « La politique des grands nombres », qui est très éclairant sur le sujet. Merci Thomas. Ben, j'ai envie de... Voilà, le temps il est passé. Certainement, vous allez repartir d'ici avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais c'est le but, je dirais même à l'IRIS, c'est celui-là de stimuler votre réflexion. Vous pourrez télécharger ce rapport sur Internet. Il a la version anglaise et la version française. La version française complète elle sera disponible courant le mois de novembre. J'ai envie de vous vraiment remercier pour ce débat et de vous inviter à réfléchir sur quand même quelque chose qui a été une thématique assez transversale tout au long de vos questions, parce qu'elle revient souvent, Natacha l'a aussi soulevé, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir, c'est le modèle économique. Le modèle économique des organisations non gouvernementales, parce que en fait, c'est un système d'incentifs. Et ça, c'est fondamental pour deux choses, parce que c'est seulement à travers un système d'incentifs que les structures des ONG peuvent changer. Et surtout, c'est seulement à travers un système d'incentifs qu'on peut changer le pouvoir économique. Car il ne faut pas quand même se faire des illusions. Ce pouvoir, il est encore trop fort dans les mains des ONG dites du Nord. Voilà. Et c'est cela que j'aimerais vous quitter. J'aimerais remercier Pascal, Natacha et Thomas. Et vous, Michel. Et merci à vous toutes et à vous tous pour cette soirée. Alors, une dernière chose, c'est vrai que demain, Action contre la faim et l'IRIS vont publier un rapport sur la faim. Donc, la semaine prochaine, on aura la journée mondiale de la lutte contre la faim. Ça s'appelle The Hunger Report. Donc, restez sur les canaux d'action contre la faim et du Yaran. Vous allez avoir accès à ce rapport, comment la faim va évoluer d'ici 2030. Merci. C'est lundi, la journée mondiale de l'alimentation. Quel est le meilleur? Ok, je donne mon corps. Oui. It was good? Non, Jamaïque. À demain, salut, bonne soirée. Jamaïque.